Passons maintenant au cas clinique numéro 2, Monsieur Canchin. Alors, Monsieur Canchin, eh bien, cette dame de 45 ans, là non plus n'a pas d'antécédent organique ou psychiatrique, il a déjà un traitement, hein, donc il a dû voir son médecin généraliste ou un psychiatre avant, on voit qu'il a 3 comprimés de Strazam par jour. C'est un homme de 35 ans, non, pardon, excusez-moi, à l'âge de 35 ans, donc après la naissance de son premier enfant, il subit un grave accident de voiture qui impose une hospitalisation du fait de son traumatisme facial. Évidemment, la personne est traumatisée, ce patient est traumatisé, et il ressent une forte anxiété et est à la limite de l'attaque de panique lorsqu'il conduit. Au départ sur autoroute, et puis comme je vous l'ai dit, la phobie finalement s'aggrave. La peur s'aggrave dans la mesure où elle s'étend à d'autres situations en lien avec la conduite. Il commence à avoir peur des nationales, puis départementales, et puis finalement presque de prendre sa voiture. Cela va avoir un impact très important au niveau professionnel, bien sûr. Par ailleurs, il se plaint aussi du fait d'être inquiet très fréquemment, de passer un temps très important à s'inquiéter tous les jours sur des sujets variés de sa vie quotidienne. Votre diagnostic? Le sablier. Tout ça vous buzz. Vous avez trouvé? Bravo. Effectivement, donc la mini, le test diagnostic, va retrouver une amaxophobie, la peur de conduire, et un trouble anxieux généralisé. L'invalidité est importante puisqu'ici, donc on observe cette peur, on observe l'idée que la personne ne pourra plus conduire, donc on a une invalidité importante, avec une désinsertion sociale, puisqu'il ne peut quasiment plus travailler. Alors, l'objectif thérapeutique, qu'est-ce qu'il veut vraiment? Eh bien, ici, il ne parle pas vraiment de liberté, là. Il cherche surtout à ne plus être gêné par son traumatisme passé. Il veut reprendre la conduite, certes, mais être plus serein et plus être gêné par ses souvenirs du passé. Donc, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Adapter la thérapie, non pas en fonction de ce que vous aimez vous comme thérapie ou de ce que vous faites vous comme thérapie, mais en fonction des besoins du patient et en fonction de l'efficacité thérapeutique. Donc lui, ce dont il aura besoin, parce qu'il parle beaucoup de traumatisme, c'est bien sûr de l'EMDR. On a un traumatisme qui est bien identifié, on sait que cette technique va fonctionner, donc c'est ce qu'il faut utiliser. On voit ici que la thérapeute tient un sabre laser, effectivement, et avec ce sabre laser, elle va le balancer à droite et à gauche pour entraîner une stimulation bilatérale du cerveau, puisque la personne va regarder, va observer ce stimulus bilatéral, pour l'intégration bilatérale alternée d'informations sensorielles. Le but va être d'aider le patient à mieux intégrer, mieux faire le process et mieux stocker en fait ce souvenir traumatisant. Alors ça paraît magique, évidemment, juste bouger à droite et à gauche ou stimuler en utilisant des sons les oreilles droites et l'oreille gauche. Et cette méthode qui paraît ultra simple, qui paraît presque magique, pourtant fonctionne, tel que c'est démontré par les études scientifiques. Elle a été développée par Francine Shapiro en 1987, et vous pouvez utiliser tout type de stimulus dès l'instant que c'est alterné, pas seulement le sabre laser à droite et à gauche, mais aussi les sons, comme je vous l'ai dit, ou même la sensibilité épicritique en touchant de manière alternée le genou droit et le genou gauche. Les dernières méta-analyses démontrent, en fait, font état de l'efficacité pour le stress post-traumatique ou pour le traumatisme isolé. C'est donc recommandé par l'APA. Alors, on a parlé de TAG. Évidemment, ce qui est aussi recommandé dans le trouble anxieux généralisé, c'est la relaxation. Donc il faut apprendre à ce patient la relaxation. Vous avez 3 méthodes. La technique respiratoire, la technique vagale, donc la relaxation vagale. Le patient va devoir gonfler le ventre, etc. La relaxation musculaire progressive de Jacobson, on va s'intéresser à l'état de contraction musculaire et de relaxation. Le training autogène de Schultz, qui est une forme en fait d'auto-hypnose, on va s'intéresser aux sensations. Le patient va induire des sensations. La relaxation, cela fait bien longtemps que son efficacité est démontrée. On le voit dans la méta-analyse de Stetter de 2002. Donc c'est efficace. Ah, vous l'avez reconnu, notre grand maître à tous. C'est bien sûr Maître Yoda.
Et Maître Yoda, qui vit dans cette énergie qui nous relie tous à la force, et bien surtout, et vous l'avez vu, hein, il enseigne une forme de méditation, et c'est ce que vous pouvez conseiller à ce patient, la méditation. C'est-à-dire ce qu'on appelle en ce moment, qui est très à la mode, le mindfulness. Mais le mindfulness n'est ni plus ni moins que la méditation. Donc l'idée, c'est un processus qui implique une pleine conscience des activités en cours. C'est-à-dire que vous vous concentrez vraiment sur ce qui se passe maintenant, sur ce que vous entendez, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous pensez, mais sans agir, c'est-à-dire sans chercher à analyser, à juger, en fait, et vous prenez le rôle d'un observateur bienveillant. Vous observez une pensée qui vous traverse, vous observez la chaleur de vos mains, vous entendez le bruit des voitures, et vous ne jugez rien, vous laissez venir. Donc cette méditation, le mindfulness, dérive des principes bouddhistes de la méditation, notamment la méditation vipassana. Alors, la méditation, donc, vipassana, eh bien, cette méditation, en fait, en quoi consiste-t-elle? Elle peut durer, c'est pas forcément comme dans les films, hein, ça peut être, bien sûr, ça peut durer, en fait, plusieurs heures, mais ça peut durer tout à fait 5 minutes, hein, vous pouvez faire la méditation en 5 minutes, et je vous l'ai dit, elle consiste à observer, hein, de manière bienveillante, de manière neutre, les informations sensorielles, les émotions, les pensées. Et on va se focaliser ainsi sur ces dernières. Elle a été popularisée par John Kabat-Zinn en Occident, et l'efficacité est démontrée en fait comme on le voit dans les méta-analyses de Coury dès 2013. Donc cela marche, hein, c'est démontré, vous pouvez vraiment le conseiller ou l'enseigner. Les critiques se portent en fait essentiellement sur son éloignement des techniques initiales telles qu'elles sont enseignées dans un cadre spirituel ou mystique du bouddhisme. Donc on reproche, pour certains auteurs, le fait qu'il n'y a plus de mystique dans cette méditation. Retenez donc que le mindfulness est juste un terme hype pour désigner la méditation. Nous allons maintenant aborder la suite. Qu'est-ce qu'on fait? Conclusion, c'est que nous allons utiliser un traitement combiné, comme tout à l'heure, puisqu'on va ici avoir 3 techniques différentes. Vous allez proposer aux patients des séances de EMDR, 10 à 20 séances, de la méditation, du mindfulness que vous allez lui enseigner, par exemple au CHU de la Conception. Il y a des séances qui sont proposées, qui sont gratuites et sans rendez-vous, tous les lundis et tous les jeudis, pour que les patients puissent facilement apprendre la méditation. Et la relaxation avancée en enseignant aux patients les 3 méthodes que nous venons de voir, le Jacobson, le Schultz et la relaxation vagale. Passons maintenant à un autre cas clinique, le cas clinique de Zia. Alors, Zia est une femme de 49 ans. Son père était impulsif, autoritaire et violent. Elle a été battue lorsqu'elle était enfant. Une fois adulte, sa vie conjugale a été tumultueuse. Son histoire est émaillée par des séparations à répétition et des divorces. Elle est également en conflit avec son fils, qui de surcroît s'est éloigné en vivant à l'étranger. Depuis l'adolescence, en fait, elle a développé une certaine timidité qui s'est accentuée avec le temps. Elle a du mal à dire non quand on lui fait des propositions. Elle se sent très nerveuse dans les soirées et finalement n'est pas du tout à l'aise dans les réunions de travail et tente même de les éviter. Elle se dispute souvent avec son fils, supporte mal son employeur qui l'oblige à aller à ces réunions auxquelles elle ne veut pas aller et déclare avoir des cauchemars où elle se voit courir sans fin, sans jamais trouver de sortie. Elle présente par ailleurs au niveau clinique un amaigrissement important et se plaint de palpitations et de bouffées de chaleur, avec une perte de poids, alors que pourtant, elle a un régime normal. Elle pense peut-être que ça vient de son anxiété. Mes chers amis futurs psychiatres, vos diagnostics? Oui, je vais mettre un compte à rebours. Voilà. Eh bien, la Mini va retrouver une phobie sociale. On voit, elle n'ose pas dire non, elle n'ose pas s'affirmer, elle est très timide,
les discours ou les réunions la rendent anxieuse, elle a peur d'être mal jugée. C'est une phobie sociale. Mais attention ici, c'est très intéressant parce qu'ici on a un problème organique. En fait, vous avez fait un examen biologique avec T4, TSH et aussi anticorps antirécepteurs de la TSH et vous avez constaté ces chiffres. Hein. La TSH est très faible, la T4 est très élevée et il y a effectivement des anticorps antirécepteurs de la TSH. Elle a donc une maladie de Basedow, donc qui provoque une hyperthyroïdie. Ça, c'est un point très important. Surtout, cherchez au départ, soyez très attentifs à ce qu'il n'y ait pas une cause organique derrière un tableau psychiatrique. Car cela peut être effectivement une cause ou cela peut aggraver en tout cas un problème psychologique. Donc toujours rechercher une cause biologique dans un premier temps pour que ça ne vous échappe pas. Que ce soit un problème hormonal, comme une hyperthyroïdie, une hyperparathyroïdie, un syndrome de Stein-Leventhal, ou alors un problème neurologique, hydrocéphalie, épilepsie, syndrome d'apnée du sommeil. Cela ne doit pas vous échapper car une psychothérapie sera parfois inutile sur un problème qui est purement organique. Le traitement sera alors plus médico-chirurgical. Quoi qu'il en soit, donc, il y a quand même ce problème de phobie sociale et quel est son objectif à elle? Elle veut comprendre les raisons de ces schémas répétitifs. Pourquoi est-ce qu'elle a sans arrêt des conflits avec les hommes? Pourquoi est-ce qu'elle divorce à répétition? Pourquoi son fils l'agace tellement? Elle a besoin de dialogue, de parler de ça, avec une personne bienveillante. Quelle thérapie vous lui conseillez? Bien, le temps est imparti, je vous écoute. Et oui, il lui faut, bien sûr, une thérapie qui a été élaborée par la personne que vous reconnaissez. De qui s'agit-il? Il s'agit bien sûr de observer ses bottes de chasse, le chapeau typiquement autrichien, le gilet rétro. C'est bien sûr Freud. Sigmund Freud, ici qui est avec... Non, ce n'est pas sa femme comme on me l'a dit, c'est sa fille, Anna, qui est devenue aussi psychanalyste par la suite. Vous voyez que Freud, en fait, et la psychanalyse, avec le temps, est devenu un courant majeur, en particulier en fait en France. Et je vous rappelle que c'est une autre thérapie, une thérapie différente des thérapies cognitivo-comportementales. Et vous pouvez tout à fait proposer à vos patients quand vous pensez que c'est adapté, bien sûr. Voici typiquement en fait la situation d'un patient avec un psychiatre psychanalyste ou un psychanalyste. Eh bien, le psychanalyste se met derrière le patient est allongé, il ne voit pas directement le psychanalyste pour pouvoir ainsi faire un discours libre et faire des associations. Si par contre le patient regarde le psychanalyste, à ce moment-là, c'est une psychothérapie d'inspiration analytique. Cela vous permet de faire la différence. Vous voyez, maintenant, Freud est tellement devenu célèbre, et la psychanalyse est tellement devenue célèbre, que vous pouvez tout à fait acheter des figurines maintenant, qui parlent en plus, hein, et en appuyant sur le bouton, vous aurez même cette fameuse phrase que l'on entend souvent dans la psychanalyse. Vous pouvez donc l'acheter pour l'anniversaire de vos parents, de vos co-internes, de vos amis, ou de vos patients, hein, sur les sites reconnus. Vous voyez, ça ne s'arrête pas là, hein. Freud est tellement connu, on peut même acheter des marionnettes. Et bien voilà, si vous voulez faire une psychanalyse à vos enfants, dès le plus jeune âge, vous pourrez leur parler avec cette marionnette. Bien sûr, l'attirail indispensable du psychanalyste, ce sont les chaussons de Freud. Vous pourrez importer des chaussons hein, qui vont inspirer peut-être votre sommeil et vos rêves. Donc il s'agit vraiment d'objets que vous pouvez trouver. Et vous saurez ainsi quoi offrir à vos confrères ou vos consoeurs. Quoi qu'il en soit, donc, dans ce cas-ci, il faut vraiment prescrire, il faut vraiment orienter cette patiente vers la psychanalyse, parler du passé, des schémas, de vraiment dialoguer, de vraiment discuter. C'est ce que vous allez proposer. La psychanalyse va requérir dans son traitement un transfert. Le thérapeute, le psychanalyste, va prendre le rôle qui est en lien avec les concepts, les idées, les symboles refoulés par la patiente, le patient. Donc le transfert, c'est ça. Le patient va alors projeter en fait le rôle de la mère, du père, des enfants, ou de personne qui l'a fait souffrir, sur le psychanalyste. Et voilà, donc il y a un rôle qui est projeté inconsciemment.
Et au cours de la psychanalyse, il va falloir faire une régression vers des états antérieurs psychologiques comme les états infantiles. L'étude des rêves est aussi une part importante, le patient va parler de ses rêves, elle va parler de ses rêves. L'étude des actes manqués, des lapsus, pour faciliter l'accès au symbole, au souvenir inconscient, qui se cache derrière ce symbole. On va faire ressurgir des pulsions sexuelles ou des désirs qui ont trait au toucher et qui ont été refoulés par le sujet, par les interdits parentaux ou sociétaux. Quelle est la critique qu'on peut avoir par rapport à la psychanalyse? C'est que souvent elle résulte de l'étude d'un seul cas, ce qui n'est pas très scientifique, au lieu de résulter d'une étude sur un échantillon de patients. C'est Matthews qui avait donc évoqué cette critique. Mais ayons un esprit pratique, et je vous le dis en tant que psychiatre, c'est une thérapie qui marche chez certains patients. Donc vous pouvez tout à fait orienter un patient, c'est ce que je fais moi-même, hein. Quand je sens que c'est adapté, je rentre des patients vers des psychanalystes. Alors, conclusion, eh bien, vous avez proposé un traitement combiné, un traitement endocrinologique, est en hyperthyroïdie sur une maille de Basedow. Il faut donc utiliser du néomercazole, c'est-à-dire du carbimazole, avec un traitement d'attaque de 30 mg par jour. Et bien sûr, vous lui conseillerez la psychanalyse. Alors, c'est un point de vue personnel, là par contre, mais j'ai tendance à plus conseiller la psychanalyse jungienne, plutôt que lacanienne. Parce que lacanienne, c'est un peu dur. Le psychanalyste parle très peu et attend que la phrase clé ou le mot clé sorte pour brutalement dire « Ça y est, vous avez dit le mot, vous réfléchissez à la maison, c'est terminé ». C'est quand même assez brutal, donc elle me paraît un peu dur pour les patients. C'est pour ça que je recommande, mais là encore ça n'engage que moi, je recommande plus de faire une psychanalyse de type jungienne, donc avec un psychanalyste jungien. Ou donc une psychothérapie d'inspiration analytique pour plus de dialogue. Les autres thérapies qui existent dans le monde de la psychiatrie du 21e siècle, rappelez-vous, hein, on n'est plus dans les années 80, hein, on est en 2018, enfin, à l'époque de secours. Peut-être que là, vous visionnerez cette vidéo en 2025. C'est bien sûr l'hypnose, et l'hypnose, vous le voyez, hein, elle remonte en fait quasiment à l'histoire de l'humanité. Mesmer en est l'un des acteurs les plus connus. Alors s'il vous plaît, pas Mesmer le québécois, qui a repris le nom de Mesmer, le vrai Mesmer, le britannique, le médecin britannique qui a traité des patients même devant des cours royales européennes. Une enquête avait même été demandée par le roi Louis XVI à son sujet. L'idée, c'est en tout cas d'entraîner, vous pouvez d'ailleurs voir le film Mesmer, qui est sur ce personnage. Alors, donc quoi qu'il en soit, l'hypnose, le but est d'induire, par induction, un état modifié de la conscience, par des techniques très variées. Il permet ainsi une réponse accrue à des suggestions, et c'est l'hypnose qui est à l'origine du terme psychothérapie, qui avait été introduite par Benheim. Autre forme de thérapie, le biofeedback. Le biofeedback est très utilisé puisque vous allez utiliser par exemple une application sur votre téléphone portable qui est connectée à un cardiofréquencemètre et vous allez voir le rythme cardiaque qui peut être symbolisé directement par la courbe ou alors par une colonne. Et le but va être que le patient, en voyant son propre rythme cardiaque en direct, le diminue. Donc on exploite la technologie pour permettre au patient de percevoir, par ce qu'il voit, par la courbe à l'écran, la fonction d'organes, là le cœur, dans le but de les contrôler volontairement. Ça remonte aux années 70, on peut exploiter ainsi les cardiofréquencemètres et les téléphones portables avec des applications. Ça peut être donc le CG, l'électroencéphalogramme, l'électromyogramme avec le tonus musculaire, la résistance cutanée, skin resistance, etc. La combinaison avec des images de synthèse, notamment avec la réalité virtuelle, est tout à fait possible, tel que l'a démontré Gorini. Ce qu'a fait Gorini, c'est que les personnes mettent des casques de réalité virtuelle et ils voient alors un feu de camp en image de synthèse. L'intensité et la hauteur de ce feu de camp varient en fonction du rythme cardiaque du patient. Donc le patient, en regardant le feu, va tenter de faire diminuer l'intensité et la hauteur du feu. Il a été démontré que ça a été utile pour la douleur chronique, par différentes études scientifiques et essais cliniques, ainsi que pour les troubles anxieux. Donc vous pouvez tout à fait l'utiliser. La neuromodulation, dont on parle de plus en plus, en tout cas en 2018, peut-être qu'en 2040, vous aurez déjà des modules intégrés à votre cerveau. En tout cas, si vous regardez cette vidéo
en 2018, ce n'est pas encore le cas. Quoi qu'il en soit, donc, la TMS est utilisée dans différents CHU en France, notamment là où nous sommes, au CHU Conception, au CHU Sainte-Marguerite, du service du professeur Lançon, et elle est utilisée par le docteur Raphaël Riquieri dans notre service, et donc on l'utilise par exemple pour la dépression, et vous voyez donc que c'est encore expérimental pour les troubles anxieux, donc pour les phobies. Cela commence à être utilisé en tout cas en 2018, mais dans un cadre expérimental. L'efficacité reste encore à démontrer. Bon, et en tout cas elle a été démontrée pour la dépression. Alors qu'est-ce que c'est? Il s'agit de faire de la neuromodulation, c'est-à-dire avec des bobines qui sont traversées par un courant électrique et qui vont créer des champs magnétiques. Le but va être d'appliquer des impulsions magnétiques grâce à ce système non invasif. Il suffit juste de placer la bobine contre le crâne, c'est tout. Et en provoquant, en appliquant ainsi, en émettant ces champs magnétiques impulsifs, d'impulsion, eh bien nous allons modifier l'activité électrique des neurones de la zone stimulée. On peut ainsi provoquer une stimulation avec des fréquences élevées ou une inhibition de cette zone avec des fréquences faibles. La modification ainsi de l'activité électrique des neurones va très logiquement avoir des conséquences émotionnelles, cognitives et comportementales, puisque très logiquement le cerveau est le support physique en tout cas de nos émotions. Donc du coup les émotions, l'humeur, l'anxiété va être modifiée. Ce qui est intéressant pour l'avenir, car est-ce que cela veut donc dire que plus tard nous porterons des systèmes portables pour modifier nos émotions et nos humeurs en direct? C'est une vraie question qui se posera peut-être à vous au cours de l'évolution de la psychiatrie. Au qu'il en soit, je le redis, l'efficacité est démontrée pour la dépression, mais reste encore à démontrer en 2018 pour l'anxiété. Nous approchons de la fin de ce cours. Les points à retenir, c'est que les phobies, agoraphobie, phobie spécifique et phobie sociale sont fréquentes et très variées. Les causes organiques sont toujours à vérifier. On a vu le cas avec l'hyperthyroïdie. Une large gamme de traitements est à votre disposition. Et je vous le redis, le but, c'est de choisir le traitement qui est efficace pour le patient. Et non pas le traitement forcément que vous faites ou que vous aimez. Ensuite, donc le psychiatre ou le psychologue du XXIe siècle doit connaître ou utiliser, au moins connaître, sinon utiliser en fait, ces méthodes du XXIe siècle. Biofeedback, TMS, réalité virtuelle. Et des combinaisons, on l'a vu, sont possibles. Pharmacothérapie avec réalité virtuelle, EMDR avec TMS, méditation et biofeedback, etc. J'aimerais aborder donc le livre, juste pour vous le noter, si vous faites des références en réalité virtuelle, pour votre thérapie ou pour conseiller vos patients, vous pouvez leur conseiller, ou même vous-même, donc lire ce livre qui parle des méthodes de traitement, le matériel et le logiciel, mais également la méthodologie pour traiter correctement des patients qui ont un trouble anxieux en réalité virtuelle. Donc en référence, vous avez ce livre en question, que j'ai écrit avec le professeur Lançon et un psychanalyste, monsieur Rodolphe Oppenheimer. Vous avez aussi le livre de Fontaine sur la thérapie cognitivo-comportementale. Après, pour ce qui est des troubles anxieux également, en anglais, vous avez le livre référence de Beck, Anxiety Disorders and Phobia, et de Marx, qui fait une analyse très fine des phobias dans Fears, Phobias and Ritual. Alors, parlons un peu de ludographie. Et oui, on est quand même au XXIe siècle, on ne parle plus seulement d'articles scientifiques. Les jeux que je vous conseille d'essayer, qui sont en lien avec les phobies, la peur, c'est bien sûr Resident Evil, qui est sorti le 7, qui est sorti avec les casques de réalité virtuelle de la PlayStation, où vraiment vous pouvez éprouver la peur et l'anxiété d'être dans des couloirs pourchassés par un psychopathe qui a une hache. Silent Hill, là c'est pour le côté en fait glauque dans les salles sombres et dans cet univers torturé. Beyond Two Souls, qui est très bien sur PlayStation 3, et on peut jouer à deux en plus, où vous jouez le rôle ici d'une peur qui est liée aux mystiques et aux esprits. Je ne vous en dis pas plus et je vous conseille de jouer avec votre compagne ou votre compagnon. Alien, qui lui fait aussi, rappelle un petit peu la peur de la claustrophobie, être pourchassé par un monstre qui de surcroît est quasiment invincible. Il fait peur même s'il n'est pas en réalité virtuelle. Dead Space aussi, avec cette sensation d'oppression dans ce vaisseau spatial abandonné et ses zombies mutants. Et Here They Lie, qui est sur le PlayStation 4 et avec le PlayStation VR, donc avec le casque de réalité virtuelle de la PlayStation, où là vous pouvez vraiment entrer dans ce monde
étrange et dérangé, hein, qui rappelle un petit peu les travaux de David Lynch, où vous pouvez vraiment éprouver de l'anxiété, voire même de la phobie, dans ces mondes particulièrement originaux et dérangeants. La filmographie pour les films que je vous conseille de voir, c'est bien sûr Alien, hein, pour son aspect claustrophobique, et par rapport à la terreur d'une créature, de Ridley Scott, Jaws, bien sûr, hein, pour la peur des requins, Les Dents de la Mer, de Spielberg, The Descent, qui montre bien aussi, qui exploite bien la claustrophobie dans cette descente terrible de ces jeunes femmes. The Thing, une excellente référence de John Carpenter, qui lui fait appel en fait à la peur qui est liée aux autres en fait, hein, à la pensée des autres, et à l'existence d'un monstre inconnu dans ces personnes. Insidious de James Wan, là c'est la peur mystique d'être venu d'autres mondes. It, beaucoup plus récent, sur le roman de Stephen King, avec la reprise de cette peur symbolique liée au clown. Matrix, ça c'est par rapport à la réalité virtuelle, hein. Il vous montre bien l'idée que l'on retrouve aussi un petit peu dans le bouddhisme finalement, qui prêche que la réalité est finalement une illusion. Vous y réfléchirez chez vous tranquillement avec vos amis, on en reparlera sur le cours lié à la réalité virtuelle. Et enfin L'Ascenseur, un film allemand qui est parfait pour ceux qui ont peur des ascenseurs, ou pour comprendre ceux qui en ont peur. La bibliographie, je vous conseille ces différents articles scientifiques qui sont des méta-analyses sur les différentes thérapies que nous avons abordées, la méditation, la TMS, l'hypnose, la réalité virtuelle et le biofeedback. Ceci conclut notre cours en ligne. Merci pour votre attention. Il y a bien évidemment d'autres cours en ligne sur la chaîne YouTube du service du professeur Lançon, qui est intitulé Psychiatrie du Soleil. J'aime aussi Psychiatrie du XXIe siècle. En tous les cas, je vous dis au revoir et à bientôt. C'est bon, le cours de 2018 vient de s'achever. Vous pouvez activer le retour en 2336. Merci.